Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, 22h30, l'heure du grand décryptage. On va revenir ce soir sur cette nouvelle journée de psychodrame pour l'UMP. La démission de Jean-François Copé règle-t-elle les problèmes du parti ou ne font-ils au contraire que commencer? Le grand décryptage, c'est dans quelques minutes, juste après l'essentiel de l'actu. Avec vous, Sozik. Et c'est Jean-François Copé qui s'est expliqué ce soir sur la une. J'ai tout découvert il y a 12 jours, a-t-il dit. Il accuse des collaborateurs qui auraient abusé de sa confiance. En pleine affaire Big Malion, le président de l'UMP a jeté l'éponge aujourd'hui. Il quittera ses fonctions le 15 juin. Viviane Hervier. Une page qui se tourne. Et il est évident que je ferai désormais de la politique autrement. Une page qui se tourne. Avec ces quelques mots, Jean-François Copé vient de résumer la journée où tout a basculé pour lui. Le bureau politique qu'il a lui-même convoqué pour faire toute la lumière sur l'affaire Big Malion va tourner au règlement de compte. 8h30, à l'arrivée des principaux ténors de l'UMP à l'Assemblée nationale, le ton est donné. Aujourd'hui, il y a clairement une crise de gouvernance à l'UMP. Et il nous faudra régler la crise de gouvernance à l'UMP. La réunion se tient à huis clos. L'atmosphère est extrêmement violente, rapporteront certains participants. 2 heures durant, Jean-François Copé va tenter de sauver sa tête. Barthois finit par lui lancer Dominique Dor, l'ex-trésorier de l'UMP. Jean-François Copé jette l'éponge et démissionne avec l'ensemble de la direction. Finalement, nous devions sortir de cette réunion en rappelant d'abord l'importance de l'UMP. Sa survie était en jeu ce matin. Je pense qu'il s'est comporté en président responsable pour protéger sa famille politique. 3 anciens premiers ministres assureront la direction collégiale de l'UMP avant la tenue d'un congrès en octobre prochain. Dans l'après-midi, alors que son sort est scellé, Jean-François Copé retrouvera les députés de son mouvement, dont il est encore le président jusqu'au 15 juin. L'affaire Big Malion, c'est aussi une enquête. L'ex-trésorier de l'UMP a été entendu par la brigade financière aujourd'hui. Dominique Dor est un proche de François Fillon. Il avait démissionné de ses fonctions en novembre 2012, accusant alors le camp Jean-François Copé d'utilisation abusive des finances du parti. L'autre information de la journée, c'est François Hollande à Bruxelles, sommet des 27 postes européennes. L'Europe ne peut pas avancer sans la France. C'est en substance le message qu'est venu délivrer le chef de l'État. Selon François Hollande, le vote Front National ne veut pas dire que les Français veulent sortir de l'Union. Tout de suite, le grand décryptage, Olivier. Merci Sozik, et on va parler évidemment de cette démission ce soir de Jean-François Copé. Encore une journée donc de psychodrame pour l'UMP. On va en parler avec Thomas Guénolé. Bonsoir, politologue. Bonsoir. Et auteur du Petit Guide des mensonges en politique. C'est d'actualité en ce moment. Édouard Le Cerf, bonsoir, directeur de l'Institut de sondage TNS Sofres. Et Michaël Darmon, chef du service politique. Bonsoir Michaël. Une journée qui a donc démarré tôt, à 8h30 ce matin, le bureau politique qui a duré 2 heures de violence inouïe, raconteront plusieurs participants. Acculé, conspué, Jean-François Copé a fini par lâcher « J'ai compris, je démissionne ». Il s'en est expliqué ce soir au journal de 20h de TF1. Je ne voulais pas voir revenir le spectre de la division que l'on retrouvait dans l'œil gourmand de quelques-uns de ceux qui se sont exprimés. Et puis surtout parce que j'ai pensé aux militants, aux sympathisants, aux Françaises et aux Français. Et j'ai considéré qu'il était absolument indispensable d'entendre ce message et de penser à eux. Et c'est à eux que je pense ce soir, en leur disant à la fois mon affection, ma reconnaissance aussi, et en leur disant aussi de ne pas douter de mon intégrité. Sur la forme, d'abord, Michaël, on sait que la politique peut être violente. Elle l'a démontré à nouveau aujourd'hui. Oui, on sent d'ailleurs, on voit un homme marqué quand même par effectivement cette épreuve, comme il a dit lui-même. C'est vraiment les moments les plus pénibles dans la carrière d'une femme ou d'un homme politique, ce genre de situation. Et effectivement, il a bien montré de ce point de vue-là qu'il était affecté par ce qui lui arrive. Sur le fond, c'est très intéressant aussi parce qu'il dit « je suis parti parce que je ne voulais pas laisser la place aux divisions ». En réalité, politiquement, c'est maintenant que les divisions commencent. On va certainement encore en parler. Et il y a effectivement une bataille sur la ligne politique qui va démarrer pour le prochain ou prochaine président de l'UMP. Et on va en reparler tout à l'heure de ça. Thomas Guénolé, sur cette folle journée, ce psychodrame de mémoire de politologue, vous en dites quoi ce soir, sur une échelle de 1 à 20 ? Sur une échelle de 1 à 20, la question de la survie de l'UMP est posée en réalité. Alors,
pas forcément de la survie de la droite, parce que l'existence d'un parti de droite, la question n'est pas posée, parce que de toute façon, c'est la poule aux œufs d'or pour un nombre hallucinant de personnes qui vivent de la politique professionnellement. Et donc tuer la poule aux œufs d'or, on entend parler de risque d'explosion, de scission, etc. Ce n'est pas vrai, parce que la force des intérêts additionnés des gens qui en vivent est trop forte pour qu'ils laissent ça s'effondrer. Ça, c'est un premier point à bien retenir. Il n'y aura pas d'explosion ou de scission de l'UMP, je n'y crois pas une seconde, pour cette pure raison pratique. Après, il y a un autre point, à mon avis, à garder à l'esprit, c'est que l'UMP, en fait, maintenant, quand on dit UMP, on pense tout de suite, triche, fraude, magouille. Donc la question qui va se poser pour l'UMP assez rapidement, c'est de se demander s'il ne faudrait pas changer de nom, comme le RPR était passé à l'UMP à une époque. Il y a beaucoup de choses à faire au Congrès d'octobre, mais les plus évidentes, c'est 1, changer de nom, 2, élire un président, et 3, adopter un système de courant pour faire coexister les lignes que vous évoquiez tout à l'heure. On reviendra sur les conséquences politiques, les conséquences sur l'opinion d'une telle affaire et de tels rebondissements, Édouard Le Cerf. Les conséquences, c'est que si on revient à la base, l'électeur naturellement est perturbé. On a vu qu'il était perturbé déjà dimanche soir avec les résultats des élections européennes. Mais là, effectivement, c'est l'ensemble de la chaîne de construction de ce qu'est une force politique, c'est-à-dire les électeurs, les sympathisants, les militants, les cadres, les dirigeants, la tête, le programme. L'ensemble de cette chaîne-là est perturbé. Donc, le premier point, la base, l'électeur est lui-même naturellement indirectement le plus impacté. Il y a un dernier mot, effectivement, sur la forme. On voit quand même que, malgré l'épreuve, il reste dans une maîtrise de son propos. Parce qu'en réalité, lorsqu'il a parlé cet après-midi devant les salariés de l'UMP, Jean-François Copé a dit qu'il y avait beaucoup de haine ce matin. Et ça, je ne l'oublierai pas. Et il reste marqué par, effectivement, ce qui s'est passé. Mais ce soir, il a formulé de façon différente. Donc le politique est toujours là. Alors, sur le fond de l'affaire Big Malion maintenant, Jean-François Copé savait-il? Non. A-t-il dit qu'il aurait été trahi par ses plus proches collaborateurs? Probablement, il parlait de ceux qui sont partis chez Big Malion et qui auraient installé autour de lui des hommes de confiance. Écoutez son explication. Bien sûr que, rétrospectivement, je suis bouleversé de tout cela. D'autant que, vous l'avez dit, ce sont des collaborateurs, donc des gens qui ont abusé de ma confiance, quel qu'en soit le mobile. Et c'est pour moi une épreuve personnelle. Oui, je l'ai découvert il y a une douzaine de jours à la suite des révélations de Libération. Copé trompé par son entourage, c'est possible? Non, c'est difficilement crédible, vraiment. Quand on connaît l'imbrication, d'abord humaine, amicale depuis tant d'années entre ceux qui ont créé Big Malion et Copé, qui l'ont accompagné dans sa réflexion, sa conquête du pouvoir, dans tous ses aspects, y compris dans la création de son club de réflexion, qui est devenu aussi après un micro-parti Génération France. Il y avait toujours des gens de Big Malion avec lui, ce sont ses compagnons de route en réalité. Donc c'est difficile aujourd'hui. Bien sûr, c'est la politique. Aujourd'hui, il coupe les circuits parce qu'il faut qu'ils se protègent. Mais peut-être est-ce aussi quelque chose qui a été cadré avec eux, pourquoi pas. Mais c'est difficile de penser qu'il a tout appris dans Libération. Le coup de « j'ai appris dans la presse », ça ne marche pas. D'autant plus que cette presse, elle était honnie il y a quelque temps, parce qu'elle n'a raconté que des mensonges. Donc c'est compliqué, c'est le passage peut-être le plus compliqué donc, dans le discours et l'argumentaire de l'ancien président, maintenant bientôt de l'UMP, c'est de croire qu'effectivement il avait tout découvert et qu'il ne savait rien. Alors on va parler maintenant de la suite politique pour le parti. Un triumvirat qui prendra donc à partir du 15 juin la relève, la direction par intérim. Un triumvirat d'anciens premiers ministres, François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. 2 d'entre eux appellent à un recentrage du parti, sauf que les militants, eux, aux dernières élections internes, ont été 70% à voter pour une ligne droitière dans le parti. Henri Guélaud ne l'a pas oublié. Écoutez, il était sur notre plateau tout à l'heure. Je ne veux pas devenir centriste. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça la droite dure, forte, mais en tout cas, il faut qu'entre le Front National et le centre, proprement dit, il y ait une famille politique avec une identité forte. S'il n'y a pas de famille politique avec une identité forte, croyez-moi, quelques-uns iront vers le centre, et là, je pense que beaucoup d'électeurs risquent d'être tentés par autre chose. Et ce serait extrêmement grave. Et Thierry Mariani n'a pas dit autre chose tout à l'heure sur ce plateau. Édouard Le Cerf, quand on regarde les sondages chez les sympathisants UMP, est-ce qu'ils ont raison, les Mariani et Guénaud, en disant que ce serait de la folie de se recentrer pour l'UMP?
En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il faut avoir une ligne relativement claire et cohérente. C'est vrai que lorsqu'on va vers une élection présidentielle, un des points importants, c'est d'avoir de la densité. La densité, même si derrière cette densité, il peut y avoir des courants, des choses qui tiraillent un peu. En tout cas, il faut montrer cette densité. Elle peut être incarnée par un homme. Aujourd'hui, un triumvirat ne peut pas incarner en une seule personne. On sait bien qu'il y aura des étapes pour désigner un candidat potentiellement, ou à moins qu'il arrive comme un homme providentiel, mais il faut cette densité programmatique importante. Parce que sans cette densité, c'est comme dans tout corps solide, je veux dire moins dense, eh bien, il y a des électrons qui s'en vont. Et on sait, et c'était intéressant d'ailleurs d'entendre Henri Guénaud faire référence dans les mots au Front National, comme étant aujourd'hui un pôle d'attractivité. On sait qu'un certain nombre d'électeurs de droite ont déjà effectivement été tentés, de droite traditionnelle. C'est vrai que si vous n'avez pas cette densité-là... Pour répondre à la question clairement, est-ce que si l'UMP se recentre comme le veut Alain Juppé, qui veut déjà parler au MoDem et à l'UDI, est-ce qu'il y a la moitié des effectifs des militants qui partiront ? Non. Non, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, il y a une histoire politique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le corps électoral de l'UMP est tellement désemparé que... Il y a le mouvement de Marine Le Pen qui a déjà fait quelque chose lors des élections européennes. Elle doit encore, vraisemblablement, bouger des choses pour pouvoir attirer le plus grand nombre. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a aujourd'hui un corps complètement désemparé, un peu atomisé. Et c'est vrai que ces petits morceaux, il faut les ressouder autour de quelque chose. Aujourd'hui, un triumvirat est là pour montrer ou pour cacher un petit peu la misère, mais c'est vrai qu'il faut quelque chose qui va devoir ressouder le tout. Thomas Guénolé, votre analyse sur, j'allais dire, cette... impossible équation politique pour l'UMP ? Il s'agirait de passer en fait de la cacophonie à la polyphonie, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 4 droites fondamentalement. Vous avez la droite libérale qui vous dit en substance travailler plus pour gagner plus. C'est ça son message principal. Vous avez la droite gaulliste qui est sur une ligne d'indépendance, de politique de puissance, etc. Vous avez la droite moraliste ou contre 68 Art qui est plus sur des valeurs, sur des questions de sujets de société. Ça donne notamment la manif pour tous. Et puis vous avez la droite sécuritaire qui est plus sur le lien entre immigration et chômage, immigration et insécurité, etc. Et n'importe qui est de droite, il a en lui un cocktail avec des dosages variables entre ces 4 ingrédients. Chaque personne qui est de droite, elle est plus ou moins de chacun de ça, mais des 4 à la fois. Le génie politique de Nicolas Sarkozy pour 2007, ça a été de réussir à incarner simultanément ces 4 droites. Alors, en l'absence d'un chef qui fasse lui-même cette synthèse sur son propre discours, ce qu'il faut, c'est que l'UMP passe un système de courant pour pouvoir avoir au bureau politique la diversité des idées de l'UMP représentée à la proportionnelle. Et là, on peut s'en sortir. Je parle pour l'UMP. Après, sur la question de la poussée du Front National, parce qu'on en a beaucoup parlé, moi je suis désolé, il n'y a pas eu de vague bleu marine dimanche. Il y a eu une vague blanche, ça c'est vrai, qui a fait s'effondrer tous les partis, sauf le Front National, qui lui en fait a légèrement démobilisé par rapport à son seuil le plus haut, mais tous les autres, eux, se sont complètement fracassé. Ouais. Je rappelle il que est quand même monté à 25%. Non, attendez. On ne parle pas du Front ce soir, mais il est quand même monté à 25%. Sur 20 électeurs dimanche, vous en avez 3 qui ont voté Front National à la présidentielle de 2012, et là vous en y avez 2 sur 20. 2 sur 20 qui ont voté Front National dimanche. Je ne vois pas où vous voyez la vague. Alors, on reste sur l'UMP pour ce soir. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'en démissionnant, Jean-François Copé n'a pas forcément sauvé le parti, mais que les problèmes commencent maintenant ? Les problèmes commencent aujourd'hui, parce que maintenant, une grande tension va démarrer, on vient de s'en apercevoir, et effectivement, entre les tenants de rapprochement avec les centristes, donc Juppé et NKM par exemple, et puis les tenants de la motion de la droite forte, qui a réalisé la majorité donc, des scores lorsque la motion a été votée. Deuxièmement, on s'aperçoit encore qu'une fois de plus, on le savait, dans un parti, il n'y a pas de démocratie interne et on fait ce qu'on veut avec les statuts. Encore une fois, avec ce système-là, on va s'asseoir sur les statuts. Parce que les motions dont les votes n'ont pas été contestés lors de la guerre entre Copé et Fillon ont été donc votées et pour 3 ans. Donc, il va falloir donc dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on remet à plat ce système de motion ? Et je ne parle pas du hiatus idéologique qu'on vient d'évoquer entre la base du parti qui veut plutôt, pour faire vite, une droitisation, qui valide cette ligne-là, et puis donc le signal envoyé par Juppé, NKM et peut-être aussi Fillon pour dire on va vers le centre. Mais le soupçon chez ceux qui sont les tenants, comme par exemple Henri Guénaud de la droite forte, il va plus loin encore. Ils disent tout simplement on a compris. Juppé et Fillon sont là pour, pardonnez-moi l'expression, désarcoïser le parti, de manière à empêcher son retour. C'est ça qui se joue aussi derrière. Et le fond de la bataille qui commence maintenant, c'est peut-être faire en sorte de préparer un parti, comme on le disait tout à l'heure, pour peut-être que la synthèse soit proposée à Nicolas Sarkozy. Si un jour il le décide, ça va être aussi l'enjeu de cette bataille qui commence. Et qui ne passerait pas forcément par l'UMP, du coup, et par une primaire dont Nicolas Sarkozy ne veut pas. Nicolas Sarkozy qui n'était pas en France aujourd'hui, ça tombait bien pour lui. Il était loin de ce tumulte, à Madrid, avec d'abord Mariano Rajoy, et puis ici avec le roi d'Espagne. Son retour avec cette affaire,
est-ce qu'il est vraiment devenu compliqué, Édouard Le Cerf? Je pense à l'opinion publique, là. C'est un peu tôt pour le savoir. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a pour lui le fait d'avoir un socle d'opinion favorable auprès de ses sympathisants, de ses anciens électeurs, qui est une forme de solidité. Comparaison avec les autres, il est à un niveau, un cran au-dessus encore aujourd'hui. C'est vrai que là, ça peut éventuellement être compliqué parce que c'est vrai qu'il est un peu entraîné dans quelque chose. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas la justice pour dire s'il est effectivement coupable de quelque chose ou en tout cas responsable de quelque chose, mais c'est vrai que ça devient un peu plus gênant. Ça vient de son propre camp. C'est quelque chose qu'il aurait sans doute dû savoir. Il pourrait peut-être avoir la même ligne de défense si tant est qu'il était attaqué, mis en cause, en disant ça se passait en dehors de moi, ça se passait parmi ceux qui organisaient cette campagne. Ça devient sans doute un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent, dans l'opinion, il avait pour lui le fait que pas mal encore de sympathisants de l'UMP ont tendance à dire lorsqu'on l'attaque, c'est une victime et j'ai envie de le défendre, plutôt que il faut hurler avec les loups. Thomas Guénolé, vous avez écrit il y a peu de temps un livre qui s'intitulait « L'impossible retour de Nicolas Sarkozy ». Le titre ne traduisait pas forcément ce qui était dans le livre, mais est-ce qu'aujourd'hui vous diriez finalement j'ai eu un titre prémonitoire? J'avais mis Chronique d'un retour impossible parce qu'il n'est jamais parti. À l'heure où on parle, factuellement, Nicolas Sarkozy est déjà en pré-campagne présidentielle. Mais aujourd'hui, est-ce que cette affaire-là l'empêcherait de revenir selon vous? Est-ce que ça peut être un boulet pour lui? Ça peut être la mise en cause de trop. En réalité, si vous voulez, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, c'est le Damoclès de la vie politique française. Il y a des épées qui sont des mises en cause politico-judiciaires qui s'accumulent au-dessus de sa tête. Et à chaque fois qu'il y a une épée qui tombe, ça le blesse et politiquement, ça peut le tuer. Pour l'instant, il a été blessé par plusieurs épées qui sont tombées depuis ces 2 dernières années, mais à chaque fois, il a réussi à se rétablir. Là, à chaque fois, vous pouvez dire c'est peut-être la mise en cause de trop, mais à chaque fois, il peut aussi réussir à se rétablir. Sachant qu'en plus, il y a un système de défense qui est en cours, là. À chaque fois qu'il y a une mise en cause sur les aspects d'argent, la ligne de défense de Nicolas Sarkozy, c'est « je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé ». Je gérais ma campagne. Alors de deux choses l'une, soit c'est vrai, soit c'est un mensonge, mais comme le dernier maillon avant lui dit « j'ai systématiquement, à ce jour, j'ai agi de ma propre initiative », je vous signale qu'en l'absence de traces écrites, ce système de défense est absolument imparable du point de vue judiciaire. Donc moi je prends le pari qu'une mise en cause qui attraperait Nicolas Sarkozy sur quelque chose de manière très factuelle, judiciairement concrète, je ne pense pas que ça arrivera avant 2017. Mickaël Darmon. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on est dans la situation qu'il avait pratiquement dessinée. Un Front National fort, une droite désemparée, ça me permettra de revenir et de pouvoir donc apparaître comme le recours. Or, au moment où cette situation s'avère, eh bien, on sent que justement ça lui pose problème parce que ça vient également de sa famille, qu'il y a le volet financier donc de l'affaire Big Malion et que s'il veut effectivement revenir, il va devoir non seulement mettre de côté l'UMP, mais s'il récupère un parti parce qu'il y a une place à prendre quand même formellement maintenant, eh bien effectivement il devra totalement faire table rase, changer le nom, faire en sorte qu'il y ait un autre parti, une autre formation, de manière à pouvoir donc donner le sentiment qu'il écrit une histoire nouvelle. S'il revient de cette manière-là, via une UMP plus classique, ça sera effectivement compliqué. C'est vraiment l'aspect le plus étonnant. Tous les paramètres qu'il avait définis sont là. Et en réalité, maintenant, ça lui pose un problème. Voilà ce que l'on pouvait décrypter ce soir sur cet ultime rebondissement dans l'affaire Big Malion, ce psychodrame à l'UMP et la démission de Jean-François Copé avec ses conséquences. Merci, messieurs. Vous restez avec nous à suivre du football. Les Bleus qui jouent ce soir leur premier match amical face à la Norvège ont-ils convaincu à 16 jours de la Coupe du Monde? Le grand débrief foot, c'est avec Pascal Praud et ses invités juste après la pause. À tout de suite.